Facebook, vous êtes pour le live? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est sur Facebook, de Yitzhak Parsi. ITS à chacun. Alors, on va voir plusieurs petits sujets, 3 petits sujets, ou 2, on verra. Si vous êtes sage, 3, sinon 2. Et ces sujets-là, on va les voir, c'est sur juste 3 mots de la paracha. C'est des parachiotes, c'est des sections de la Torah qu'on lit chaque Shabbat qui sont, on peut rester 1 an dessus. 1 an dessus parce qu'elle nous parle énormément, parce qu'elle parle de nos avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous ont tracé la route. Et ils ont, comme on a dit à chaque cours, ils ont rentré dans nos gènes, ils ont rentré dans nos âmes des capacités extraordinaires qui font de nous ce que nous sommes et ce qui nous permet d'avoir des perspectives qui dépassent parfois souvent ce que l'on imagine qu'on est capable de faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se sous-estimer, il faut y aller, avoir confiance, prendre exemple et avancer. Alors on voit, c'est marqué que, comme vous le savez, Yaakov Avinu a traversé comme ça le Yarden avec toute sa famille, le Jourdain. Et puis à un moment, c'est marqué Vaïvater, Yaakov Levado. Il est resté seul. Levado, seul. D'accord ? C'est quoi seul ? C'est qu'en fait, il est retourné, il a retraversé tout seul, il a laissé sa famille au camp, si vous voulez, et il est reparti seul pour aller chercher Pachim Ketanim, des petites fioles. Oui ? Il avait oublié des petites fioles, il est retourné les chercher. Alors évidemment, il faut remettre un peu dans le contexte, parce que nous, on va pas retourner, on va même pas faire 10 mètres pour aller chercher des petites fioles, d'accord ? Parce que nous, on est dans une société où nous sommes, on commande sur Internet, on achète, les maisons débordent d'objets, voilà. Mais avant, les gens, il faut imaginer que les gens, ils avaient comme ça un peu de vaisselle, un peu d'habits qui se passaient de père en fils, même de grand-père à fils, à petit-fils, on se passait le manteau, on se passait... Les affaires comme ça, on se passait la vaisselle, on passait les meubles. Les gens avaient des affaires qui passaient d'une famille à une famille, comme ça, d'une génération à une autre génération. Et bon, donc ça, c'est juste pour mettre un peu le contexte. En tout cas, ce qu'on va voir ici, c'est un sujet qui demande beaucoup de maturité, donc je vais le dire très légèrement, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment creuser, approfondir, que moi je creuse depuis plus d'un demi-siècle. Donc je comprends que vous êtes à un quart de siècle, donc c'est normal que vous ayez creusé un peu moins profond, quoique, des fois on ne sait jamais. Eh bien c'est le fait que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, ce sont des kélim, ce sont des instruments, et ils sont considérés comme kadosh. Ils sont considérés comme les instruments du Bet Hamikdash. Il y a une halakha, vous savez, j'aime bien le petit bruit de fond comme ça, de paquet de trucs. Il y a une halakha que si quelqu'un utilise les kélim, les instruments du Bet Hamikdash pour un usage profane, ça s'appelle me'ila, avec un haïn. C'est pas mechila, pardon, c'est me'ila. Me'ila, c'est profanation. Il y a des lois, des conséquences, des choses à rembourser, etc., etc. Ça s'appelle me'ila. Eh bien, c'est marqué que nous aussi, lorsqu'on va entre guillemets, gaspiller des choses qu'Akadosh Baruch Hu nous confie, eh bien, ça indigne de Meïla. Ça indigne de Meïla comme si on avait, entre guillemets, profané des choses Kadosh, des choses qui viennent du temple, du Bet Hamikdash. Et c'est quoi ces choses-là ? C'est facile, c'est tout. D'accord ? Quand on dit tout, ça veut dire nos biens, nos possessions, nos habits, notre maison, tous nos biens matériels, notre santé aussi. Si quelqu'un ne fait pas attention à sa santé, ça s'appelle qu'il est en train de faire du détournement de biens sociaux. D'accord ? Parce que la santé, le corps, ce corps-là, est-ce que ce corps est à moi ? Non, il n'est pas à moi, on me l'a prêté. Hachem me l'a prêté. D'accord ? Donc je dois en tenir compte comme si pas en tenir compte, en prendre soin, comme si je prenais soin d'une autre personne. Tous les objets qu'Akadosh Baruch Hu m'a permis d'acquérir, la santé qu'Hachem me donne, à vous aussi, tout le temps qu'Hachem me donne, eh bien tout ça, c'est comme si on me les confiait pour que je serve Akadosh Baruch Hu, pour que je fasse ma mission sur terre. Et donc, j'ai pas le droit de les gaspiller. Donc, on nous dit, dans la Gemara Brachot, dans le Talmud, on dit des choses très fortes. On dit que, par exemple, quelqu'un... Alors évidemment, chacun selon son niveau, petit à petit. Vous savez que moi, j'ai pas l'habitude de critiquer ou de choses comme ça.
c'est des choses pour s'élever. Vous voyez, chacun il prend à son niveau et petit à petit il fait son chemin. Mais par exemple, si on mange, c'est marqué dans la Gemara que si quelqu'un il mange sans faire la bracha, il prend un verre d'eau, il fait pas chez Akol, ça s'appelle qu'il vole. Ça s'appelle qu'il vole Hachem. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que avant la bracha, cette eau que je vais boire, elle est à qui? Elle est à moi, je l'ai payée, elle est dans mon robinet, je paye mes impôts et tout, frérot. Non, elle est à Akadosh Baruch Hu. Elle est à Hachem, et après la bracha, maintenant, elle est à moi. D'accord? Et donc, si je bois, si je mange sans faire la bracha, ça s'appelle que je vole à Kadosh Baruch Hu. On va creuser un peu cette notion. Et c'est marqué aussi à un autre endroit que je fais Me'ila. D'accord? Comme si je profanais quelque chose de Kadosh. Ça paraît très fort, hein? Ceux qui ont l'habitude de mes cours, ils disent voilà, qu'est-ce qu'il lui prend ce soir? D'habitude, il nous parle sur les traits de caractère. C'est pas grave, ça met un peu d'ambiance, il n'y a pas de souci. Ça détend un peu, ça détend, c'est un sujet grave. Voilà. Donc, pour ça, je vous dis, prenez cela chacun à votre niveau. Mais voilà ce que nous dit la Gemara. Alors, on va approfondir un petit peu cette notion. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, pour lui, ce n'était pas un problème de faire en sorte que l'on vive sans se nourrir comme on se nourrit. D'accord? Les plantes, vous avez vu des cèdres, les baobabs, un chêne, un bon chêne, oui, c'est des arbres énormes. Ils ne mangent pas, ils puisent juste de l'eau et des nutriments comme ça dans le sol et ils font la photosynthèse, oui. Donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, il a créé ce monde avec toute notre physiologie, le besoin de se nourrir, de digérer et tout le reste. Il l'a fait pour qu'on puisse faire des choses spirituelles. C'est du matériel au service du spirituel. Sinon, Akadosh Baruch Hu, il aurait fait autrement. On ferait comme ça, hop, comme les champignons. Vous savez, les champignons, ça peut pousser juste sur du sable. Ils prennent tous le carbone qui leur sert à faire leur matière dans l'air, dans le gaz carbonique et dans l'air. Nous, on ferait comme ça. Voilà, j'ai bien mangé. Hein. Donc ce soir, d'ailleurs, je ne sais pas hein, si jamais on va servir des plateaux... Ah non, parce que c'est soirée tunisienne. Si on dit à des Tunisiens, vous allez manger comme ça, ouais, ça va pas le faire. Ouais, ça va pas le faire. C'est comme ça, mais il faut mettre quelque chose dans la bouche. Voilà. En tout cas, vous avez compris que Akadosh Baruch Hu, s'il a créé tout ce monde physiologique de cette façon-là, c'est pour qu'on applique la kashrut, pour qu'on fasse des brachot. Il y a même des gens, ça vous arrive peut-être, des fois il y a des gens comme ça, des tzadikim, ils viennent à la maison et vous voulez les recevoir comme ça, Nasatorim, avec un petit gâteau, un petit café, tout ça, dit non, tu sais, j'ai mangé, tout, j'ai pas faim. Allez, je vais faire une bracha. Et ils mangent pour faire la bracha. Il y a des gens, ils mangent pour faire la bracha, ils prennent un petit truc, excusez-moi, juste 2 secondes. Ils mangent pour faire la bracha. Parce que je vais perdre le fil, sinon il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, on voit le but de la nourriture, c'est faire la bracha. Et qu'est-ce que ça fait de faire la bracha? C'est parce que c'est une occasion extraordinaire pour nous d'avoir une reconnaissance vis-à-vis d'Hachem, de diriger, de réaliser que toutes ces choses-là qui nous sont vitales, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu, elles viennent d'Hachem. C'est aussi le mot bracha. On traduit souvent bracha par bénédiction. En vérité, bracha, ça veut dire profusion, ça veut dire multiplier, ça veut dire rajouter beaucoup. D'accord? Quand on dit Baruch Ata Hachem, c'est tu es source de profusion. Il faut savoir que chaque personne, lorsqu'elle fait une bracha, d'accord, j'ai pas dit exprès chaque béni Israël, parce qu'il y a aussi des gens qui bénissent la nourriture dans d'autres populations. Quand on fait une bracha sur un aliment, eh bien, non seulement c'est une reconnaissance, c'est pour nous, mais aussi, ça met la profusion sur cet aliment dans le monde. Et donc, si je mange sans la bracha, je prive le monde de cette profusion. Donc, quelque part, je vole le monde. Je vole Hachem, je vole le monde. C'est des mots forts, je sais. Mais encore une fois, je vous ai dit que chacun les prenne à son niveau pour progresser petit à petit. En tout cas, on voit par exemple le malheur de Esav. L'ange de Esav qui est venu se battre avec Yaakov, on voit que Yaakov, à fin, le matin, il l'a retenu. Il a retenu et l'ange il lui a dit laisse-moi partir. Pourquoi? Parce que je vais faire une shira, je vais pouvoir prier Hachem, je vais pouvoir louer Hachem. Hein, pas prier dans le sens demander quelque chose, mais le louer. D'accord? Faire son shvar, on dit en hébreu, les shvachim. Et vous savez que les malachim, il y en a, ils peuvent pas louer Hachem comme ils veulent. Il y en a c'est une fois par jour, il y en a c'est une fois par semaine, il y en a c'est une fois par an. Lui c'était une fois dans sa vie et c'était ce matin-là. Et nous, on peut louer Hachem à chaque fois qu'on prend un verre d'eau, à chaque fois qu'on prend un petit gâteau, une olive,
à chaque fois qu'on fait la tfila, à chaque fois quand on sort des toilettes et aussi une bracha, on peut louer Akadosh Baruch Hu des centaines de fois dans la journée. C'est quelque chose que les anges nous jalousent. Alors vous allez me dire, bon, moi les anges je les connais pas, ils m'ont pas parlé. Bon, c'est une idée à creuser. C'en est tellement, vous savez, quand on prend l'habitude que quand moi je suis avec des amis qui ne sont pas juifs, par exemple, et qu'on fait du sport et tout, et on s'arrête, on peut prendre un verre d'eau, et moi je fais la bracha, et eux ils boivent, et à chaque fois j'ai un réflexe comme ça, ah, tu bois comme ça, tu bois comme ça, attends, bon, dis quelque chose, dis merci Dieu, je sais pas, dis, tu peux pas boire comme ça, je le dis pas parce que, voilà, mais... Non, vous inquiétez pas, à la fin ils s'habituent avec moi, ils me connaissent, on discute beaucoup ésotérie, religion, etc. Ça va découler sur des lois de Baal Tashrit, vous connaissez qu'il ne faut pas gaspiller. Comme on a dit, c'est gaspiller. Alors à la base, dans la Torah, toujours on met le modèle. Donc le modèle de Baal Tashrit, c'est couper un arbre fruitier. D'accord, je veux chauffer mon four, là, ou je sais pas, on appelle ça, ma cheminée, où je veux me faire un buffet, je peux pas prendre un arbre fruitier. D'accord? Prends un arbre stérile, prends pas un arbre fruitier. Oui? Donc ça, c'est la chade de Baal Tashrit. Pas couper un arbre fruitier. Mais, après, il y a des lois spéciales, etc. Mais en vérité, il faut extrapoler pour tout. Faut pas gaspiller, et comme on a dit, c'est pas seulement les fruits, c'est pas seulement les aliments, mais c'est même notre santé. Quelqu'un qui fait pas attention à sa santé, il n'y a pas plus Baal Tashrit que ça. Alors évidemment, encore une fois, c'est à chacun à prendre à son niveau, petit à petit. Des fois, on n'a pas les nerfs, on est stressé, alors on mange, on connaît tout ça. C'est une soirée tunisienne en plus, donc c'est de circonstances, voilà. Mais on a toute la vie pour un moment. Voilà, moi aussi pour ceux qui me connaissent, je faisais un tiers de plus que mon poids actuel. Voilà, et un jour j'ai eu le déclic, j'ai dit ça suffit. Je suis en train de faire du Baal Tashrit. Je suis en train de miner ma santé, j'ai des problèmes de diabète, des problèmes de genoux, des problèmes de dos, des problèmes de... ça c'est partout. Allez, c'est fini, je me prends en main et on fait les efforts. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais développer avec vous, comme ça, sur les vados. Maintenant, on va aller sur les traits de caractère maintenant. Je fais un peu moins, ça va être un peu plus cool, on va dire. Normalement, quand on dit que quelqu'un est seul, quand on dit qu'Yaakov Avinu était seul, oui, c'est pas vraiment un compliment. Quand je dis, tu sais, le pauvre, il est tout seul, il est isolé, c'est un signe de fragilité, c'est un signe qu'il y a un problème. Normalement, on est entouré. Si, par exemple, qui c'est, voilà, Ève, voilà, Ève est là. Voilà. Donc on a fait le bivouac, David est là. Qui c'est qui était au bivouac dans les Alpes aussi là? La semaine dernière, ils étaient presque tous là. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Donc, quand nous on campait la belle étoile, on campait dans des tentes, on campait dehors, voilà. Mais on était en groupe. Essayez de camper tout seul, dans la forêt, de nuit, j'ai déjà dit ça la semaine dernière, vous allez voir la nuit que vous allez passer. Mais, il suffit que vous ayez une deuxième personne avec vous. Excusez-moi, mademoiselle, écoutez, ne parlez pas en même temps que moi, parce que sinon ça peut gêner les autres. Si vous prenez une personne avec vous, même si c'est quelqu'un qui ne peut pas vous défendre, d'accord? Il y a 2 étés, on a fait un trekking, là, tout l'Atlantique. On a rencontré un monsieur, et il campait tout seul. Et alors, on a parlé de ça, on a parlé de ce que c'est la nuit, qu'on est tout seul dans une tente, on ne voit pas ce qui se passe dehors, on entend plein de bruit, et on a la pétoche. Et lui, il avait un petit chien, j'assure, c'est pas une blague, je suis pas marseillais, son chien, il était, bon j'exagère, il était comme ça, il était tout petit. Il tenait dans la main comme ça. Alors je lui dis, mais et avec ça, vous vous sentez protégé? Alors il nous dit, non, c'est vrai, bon, il va aboyer, mais rien que la façon dont il aboie, on devine la taille du chien. C'est pas, ouais, on n'entend presque rien. Donc déjà, le bonhomme qui est de l'autre côté de la tente, s'il fait du bruit, qu'il veut faire quelque chose, il va vite comprendre que c'est vraiment un tout petit chien. Il dit, mais rien que sa présence, elle me rassure. Je suis pas tout seul. Et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être tous vécu. Qui c'est qui a déjà sauté en mer? Vous êtes en mer? Oui, bravo. En pleine mer, comme ça. Tu es sur un voilier, un bateau, qui était à La Rochelle, là.
Ouais, c'est quoi là? On fait des voyages, après je ne vous vois plus, moi. C'est quoi? Il n'y a personne de La Rochelle. Il y en avait 2 ou 3 la semaine dernière. Bon, alors, on est parti en voilier. Bon, on n'a pas sauté en mer parce qu'on était sur un bateau école. Et je crois que le moniteur n'aurait pas apprécié. Mais, si vous allez en mer, imaginez, vous sautez tout seul dans l'eau. Vous ne voyez pas le fond, c'est profond. Il n'y a que vous et les autres, ils sont sur le bateau, ils vous regardent comme ça. Je vous assure, vous avez la pétoche. Vous êtes là avec les pieds en dessous, vous vous dites, oulala, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a en dessous, d'accord? Il suffit qu'il y ait une autre personne avec vous dans l'eau, et ça y est, vous êtes rassuré. Genre, bon, c'est un requin, c'est pour lui, vous voyez? Non, c'est pas ça, mais... Non, c'est pas ça le calcul. C'est juste que vous n'êtes plus tout seul. Vous n'êtes plus tout seul, c'est tout. Les filles, j'imagine, c'est pareil, vous allez des fois le soir et tout, dès que vous êtes à 2, qu'est-ce que ça change, 2 filles ou une fille? C'est la même chose, Chazé Shalom, c'est pareil, au niveau technique, c'est pareil, oui. Mais ça y est, vous êtes 2, vous vous rassurez, les garçons aussi, hein, je veux dire, on se rassure, on est 2, on est plus rassurés. Le fait d'être seul, c'est plutôt un signe de faiblesse. Et effectivement, la Torah a plusieurs facettes, et elle va dire, oui, Yaakov Avinu n'aurait pas... C'est vrai qu'il devait, comme on a dit, faire attention à ses affaires, et c'est du gaspillage de laisser ses affaires, de ne pas en prendre soin, donc c'est normal, il fallait qu'il retourne chercher ses petites fioles, mais en même temps, il aurait dû le faire, mais pas tout seul. Parce que aller tout seul comme ça, c'est se mettre en danger. D'ailleurs, il s'est fait attaquer, il s'est fait agresser. Bon, après, il y a des sujets évidemment beaucoup plus profonds, Alpi Kabbalah, ce que représente toute cette agression de l'ange, etc. Mais au niveau, le pshat, le sens simple est aussi vrai, d'accord? C'est pas parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la compréhension de la Torah que le premier niveau n'est pas aussi vrai. Et donc, Yaakov Avinu, en partant là-bas, eh bien, il était seul, il s'est mis en état de faiblesse, et d'ailleurs, on tire une halakha pratique, on dit quelqu'un, un Talmid Chacham, ne doit pas sortir seul la nuit. Et on se met en danger. Bon, de nos jours, c'est un peu différent, ça dépend des quartiers. Mais on n'a pas le droit de se mettre en danger. J'ai beaucoup de choses à dire, après on discute. Par contre, à la fin, vous pouvez poser des questions. Alors, ça, c'est le côté négatif. Mais d'un autre côté, la Torah nous dit, le Midrash, la Torah orale, elle nous dit, vous savez, l'évado, en même temps, c'est un grade. D'être seul, c'est un grade. La preuve, c'est ce qu'on dit sur Hachem. On dit Hachem nisgav l'évado. Hachem, il est l'évado. En od mi l'évado. Il n'y a que lui, L'évado, ça veut dire number one. Ishiban en japonais. Vous voyez, vous vérifierez, c'est pas une blague. C'est numéro 1. C'est celui sur qui tout repose. C'est le master. C'est le sensei. C'est le chef. C'est le levado. C'est lui. Celui sur lequel tout le monde se repose. D'accord? C'est celui où vous arrivez sur un chantier. Il y a le chef c'est la bagaille, on ne sait plus. Il y a le chef de chantier qui arrive, d'un seul coup, tout file droit. Vous connaissez l'histoire des perroquets, non? L'histoire des perroquets, c'est un monsieur, il rentre dans un magasin et il voudrait acheter un perroquet. Alors, il dit, c'est combien celui-là? 50 €. Bon, il ne casse pas des briques. Celui-là, 150, ouais, il est pas mal. Il fait quoi? Il dit quelques mots. Vous rigolez déjà, j'ai pas fini la blague. Ah, vous la connaissez, c'est pour ça. Alors, blague numéro 3, c'est bon, rigolez. Non, ça c'est une autre blague. S'il y en a des jeunes, ils se racontaient tout le temps les mêmes blagues, à la fin ils ont mis des numéros, ils disaient les numéros, et vous savez rigoler. Bon. Alors, 150, il dit quelques mots. Après celui-là, 500 €. Il fait quoi celui-là? Celui-là, il répond au téléphone. Ah, pas mal. Celui-là, 500 €. Il tape à l'ordinateur et tout. Ah, celui-là, il fait les mails. 1000 €. Celui-là, 1500, il fait la compta. C'est une blague, hein, évidemment. Hein. Et après, il dit, attendez, et celui-là, là-bas, 10 000 €. Il fait quoi, celui-là? Bon, en vérité, celui-là, il fait rien. On l'a jamais fait faire quoi que ce soit. On ne sait pas ce qu'il sait faire. Bah, alors pourquoi il vaut 10 000 €? Parce que tous les autres perroquets, il appelle chef. C'est le chef, d'accord? Alors, c'est une blague, mais en vérité, dans vos milieux professionnels, vous le voyez, quand il y a un bon patron, qu'il y a un bon leader, tout file droit. Et quand il n'y a pas de leader, c'est la pagaille, d'accord? C'est comme une charrette, et s'il y a 4 chevaux, et les 4 chevaux, ils partent dans 4 directions différentes, il n'y a plus de charrette, d'accord? Écartèlement de la charrette. Mais s'il y a un bon cocher, on cumule les 4 forces et on va dans la direction 4 fois plus vite. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est Nisgav Levado. Il est seul. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui a tout créé, c'est lui, il est au courant de tout. Bon, on ne va pas reparler, on a parlé de ça la semaine dernière. Vous allez me dire, et d'ailleurs on en a parlé la semaine dernière,
que la semaine dernière, on a développé pendant une demi-heure que Akadosh Baruch Hu nous a donné les rênes. Vous vous souvenez, je ne vais pas répéter le cours de la semaine dernière, mais on a dit que Akadosh Baruch Hu, il est, dans une image, il est sur un char qui est la Merkava, et ce char, les roues du char, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et David, le roi David. Et c'est nous qui continuons. Hachem nous a donné cette capacité de finir la création, de créer la Gdusha, mais c'est quand même lui qui contrôle. C'est quand même lui qui contrôle. Et quoi qu'on fasse, ça va aller dans la direction qu'il veut. Ça veut dire que tout ce qu'Hachem a créé, c'est pour Vod Hachem, pour son Kavod, pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour à la fin, évidemment, nous récompenser, nous donner du mérite. D'accord? Le but, c'est pour nous. Prenez l'exemple d'un papa. C'est un papa, il veut donner du mérite à son fils. Donc il va faire en sorte que son fils va le servir, mais en vérité il n'a pas besoin. Il fait juste genre pour donner du mérite à son fils. D'accord? Et maintenant, tout ce qu'il a organisé va être orienté vers son service, mais c'est pour son fils. Pareil, Hachem, il a orienté toute cette humanité pour son service, mais en vérité c'est pour nous récompenser. Ok. Maintenant, ça s'appelle que toute la création, elle est Vod Hachem, pour le kavod d'Hachem, pour l'honneur d'Hachem. Mais malgré tout, concentrez-vous, mais malgré tout, on voit qu'Hachem nous a donné le libre arbitre. Donc, on a l'impression qu'on peut désobéir à Hachem. On a une impression même très nette. Qui c'est qui ne désobéit pas un petit peu à Hachem? Tout le monde, je veux dire personne, sinon on serait des anges. Tout le monde désobéit un peu à Hachem. Oui, c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté. On essaie de faire le moins possible. Maintenant, ce que les Chachamim nous disent, pourquoi Hachem il est l'Evado, il est l'unique parce que quoi qu'on fasse, ça va aller dans sa direction. Comment? Soit parce que quand on va dans la mauvaise direction, eh bien, les conséquences sont négatives et ça se voit dans ce monde-ci. Et donc les gens disent, ils comprennent, ils tirent une leçon, donc ça va aller finalement dans la bonne direction. Ou alors on ne le voit pas tout de suite, mais c'est marqué qu'au Gehinnom, ce qui est après la vie, quand il y a un jugement, c'est marqué que les tzadikim louent Hachem, et ceux qui ont désobéi aussi, ils louent Hachem, parce que maintenant ils voient la vérité, donc ils reconnaissent, et donc ils vont reconnaître finalement que finalement tout ce qu'ils ont fait, eh bien, c'était enregistré par Akadosh Baruch Hu, et ça a des conséquences, donc on ne peut pas désobéir vraiment à Hachem. Et par ailleurs, Hachem, parfois, carrément, il récupère. D'accord? Par exemple, Pharaon, il nous a empêchés de sortir d'Égypte, ça a fait tout ce que ça a fait pendant 1 an, les plaies d'Égypte et tous les enseignements qu'on en a tirés. Aman, il a essayé de nous détruire, il a construit la potence pour pendre Mordechai, il a fait tuer Vashti pour faire sa stratégie, et tout s'est retourné contre lui. Ça veut dire que quand on va dans la mauvaise direction, soit quelqu'un, il se prend le mur, donc on voit, soit carrément, en allant dans la mauvaise direction, Hachem récupère son action qui était négative à la base et il la récupère en positif. Donc de toutes les façons, quoi qu'on fasse, on ne peut pas faire un bras de fer avec Akadosh Baruch Hu. Quoi qu'on fasse, ça va dans le sens qu'Akadosh Baruch Hu voudra. Il va récupérer comme ça. Pareil, comme un papa qui apprend à son enfant à marcher, il lui apprend à marcher, il dit tu vas aller de là à là-bas. L'enfant il peut faire tout ce qu'il veut. À un moment il croit qu'il peut désobéir au papa à partir de l'autre côté. Le papa il va s'arranger, tout, hop, il va arriver au point final. Nous aussi on arrivera à la fin à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est ça l'Evado. Alors maintenant on voit que l'Evado au contraire ça peut être vu comme une Ma'ala, une qualité suprême même. Comment maintenant on va retrouver ça chez Yaakov Avinu? Et évidemment c'est pas de l'histoire qu'on fait. Le but de ça, c'est de retrouver ça chez nous. C'est quoi cette qualité qu'il faut qu'on cherche chez nous, qu'on développe chez nous, cette qualité qu'on a appelée l'Evado, d'être pas seul parce que c'est péjoratif, mais d'être unique. C'est quoi? C'est que surtout dans notre société, on a des modèles d'évaluation, d'auto-évaluation ou d'évaluation de la part de la société, de notre environnement, qui sont des méthodes d'évaluation extrêmement
superficielle et extérieure. On va donner des exemples. La Torah, les Pirkei Avot nous disent il y a 4 domaines d'évaluation d'une personne. C'est comme ça. Donc ça, c'est les 4 domaines principaux. Il y en a plein, mais il y a 4 domaines principaux. À votre avis, lesquels? Si je vais dire, alors attention, on n'est pas dans le religieux là, on est dans le humanité. C'est humanitaire, c'est mission humanitaire. Ève, branche humanitaire de Kiprizim. Donc, quels sont, dans une revue, la revue Challenge, l'homme ou la femme de l'année, oui, quels sont les 4 critères principaux sur lesquels on va juger une personne? Allez-y, lancez-vous. Physique, voilà, la force physique, santé, mentale, énergie, le boost, soit un patron, physique, la force, l'argent, bravo. Faut pas chercher des trucs, on est en France on n'ose pas dire l'argent. Aux États-Unis, l'argent, direct. Donc, l'argent, in gold we trust, oui, in gold, ouais. Donc l'argent, très bien, la possession, on dit l'argent, les possessions, les richesses, d'accord, les entreprises. Alors on a dit la force dans le mental, la force. L'intelligence, bravo. Ah voilà, ça c'est la France. On n'a pas de pétrole, on a des idées. Vous ne connaissez pas ce truc-là, bon. Non, attention, ceux qui rigolent, c'est qu'ils ont un certain âge, attention. C'est que les vieux qui connaissent ça. Bon, alors, c'est un slogan quand j'avais votre âge. Alors, donc, l'intelligence, donc ça va être les diplômes, les postes, directeur de recherche, machin, agrégé, professeur de trucs, doctorat, mon fils il est docteur. Voilà, ingénieur, ouais. Ensuite, alors éducation on va mettre dans intelligence. Alors, donc, intelligence, richesse et force. Le 4e, comment? La renommée. Bravo! Quel est ton prénom? Dan, bravo Dan, la renommée, Star System, famous, combien il a de suiveurs sur YouTube, de likes sur Facebook, de trucs. Est-ce que quand il sort dans la rue, on lui fait des autographes, selfies, paparazzi, etc. La célébrité. Alors évidemment, moi, là, j'ai pris un exemple extrême, mais ça peut être au niveau de son quartier, au niveau de son école, de l'université. C'est the star of the university, d'accord? Voilà, charisme, etc. Voilà. Non, j'ai regardé, mais je vise personne. Voilà. Donc, c'est les 4 critères. Ces 4 critères... Voilà, là, ça fait une paye, welcome. Ces 4 critères, il y a des privilégiés. Hein. Alors, vous dites, moi j'arrive en retard, j'ai l'accueil royal. Et tout. Ces 4 critères, on les retrouve dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, on nous dit Ezeu Chacham, c'est qui le Chacham, l'intelligent. Ezeu Gibor, c'est qui le fort. Ezeu Ashir, c'est qui le riche. Ezeu Mechubad, c'est qui celui qui est honoré. Donc on retrouve effectivement ces 4 critères qui sont les 4 critères principaux, qui sont nos lignes de vie, qui sont nos directives. Quand ça va bien dans ces 4-là, ça va bien dans tout, d'accord, en gros, oui. Et si on regarde comment la société juge, ou comment nous-mêmes on juge ça, eh bien on va voir que ce sont souvent sur des critères extérieurs à la personne. Attention, vous êtes devant. Extérieurs à la personne. C'est quoi? Par exemple, la richesse. On va regarder le compte en banque, le nombre de maisons, le nombre de sociétés, de terrains, de trucs, d'avoir. Donc, c'est des possessions, c'est pas moi. C'est des possessions. D'accord? Vous allez dire, oui, d'accord, j'ai travaillé, j'ai truc, ou j'ai un héritage, ou j'ai eu de la chance, ou j'ai du mazal. Mais c'est des possessions, c'est pas moi. C'est extérieur. D'accord? On va voir par opposition, ce sera quoi? Une valorisation intérieure. Oui? Intérieure, oui. Ensuite, je fais des trucs comme ça parce que je sais que c'est dur le soir, on est fatigué, c'est pour ça. Ensuite, l'intelligence. On va regarder les diplômes, les universités fréquentées, les postes, c'est encore extérieur. Ou même les connaissances. Les connaissances, vous allez dire, oui, mais je les ai apprises. Oui, d'accord, mais c'est des connaissances. D'ailleurs, il y a aussi une façon de voir. C'est non seulement ce sont des choses extérieures, mais ce sont aussi des choses éphémères. Des connaissances, on peut les oublier, d'accord? Eh oui, avec l'âge, je vous dis pas. On oublie, d'accord? Il y a des gens, ils ont fait agrégation de maths, ils ont été doctorants en maths, à un très haut niveau, puis
et puis après, ils se sont laissés un peu aller 4-5 ans, et ils commencent à oublier, 10 ans après, walou, d'accord? Ils sont, comment on dit? Has-been, oui, c'est fini. Donc, il ne reste plus que le titre, il ne reste plus que les diplômes accrochés au mur. Et là, ça arrive, oui. Alors, vous êtes trop jeune pour connaître ça. Donc, ça, c'est les connaissances ou les diplômes ou les postes qu'on a occupés, c'est extérieur et c'est éphémère. Les richesses aussi, il y a des gens, ils perdent tout, chas shalom, c'est éphémère. Donc, c'est extérieur. Et qu'est-ce qu'on a dit ensuite? La force, la force, hein, regardez, la force, évidemment, c'est extérieur, c'est souvent par rapport aux autres, c'est-à-dire que je cours plus vite que lui, je boxe mieux que lui, je suis plus puissant que lui, je suis plus fort que lui, j'ai plus de mental, c'est souvent par comparaison, et aussi c'est éphémère, ça peut partir, hélas, lo alenu, et lo alechem, oui. Et qu'est-ce qui nous reste? Famous, la célébrité. La célébrité, il n'y a rien de plus extérieur et d'éphémère. C'est ce que les gens, c'est l'image que les gens me renvoient. Mais il y a des gens qui sont montés en haut des affiches et puis, ouf, qui tombent en des acteurs, des chanteurs, ou même des fois, comme vous dites, quelqu'un dans son quartier, à un moment, on voit, tout lui sourit, les gens sont là, puis à un moment, non, ça retombe, c'est fini. Donc ce sont des choses, tout le temps, des critères extérieurs. Et ça, ces critères-là, comme on dit, ne sont pas intrinsèques à la personne, et donc c'est pas quelque chose, c'est pas une construction. D'abord, c'est beaucoup lié au mazal. On va faire un cours sur le mazal bientôt. Là, il y a un cours pour filles lundi soir. Publicité. Il y a un cours pour filles lundi soir au 24 sur le mazal. Mais on le fera aussi pour les garçons ici en mixte, d'accord? Donc voilà. Donc c'est lié souvent au mazal. C'est éphémère. Ce sont des critères extérieurs, et on va voir quels sont les critères que donne la Torah. Et ce sont sur ces critères qu'on doit baser notre travail personnel. Et alors écoutez bien, si vous voulez écouter qu'une chose, c'est à partir de maintenant. C'est à partir de maintenant. Le reste avant, vous pouvez oublier. Là maintenant, il ne faut pas oublier. Non, faut pas, non, c'était bien aussi avant, mais là, vraiment, c'est très très bien. Écoutez. Qu'est-ce que nous dit Pirkei Avot? Il nous dit, on va commencer par lequel? Vous commencez par lequel? La richesse, la forma, on fait quel ordre? Richesse. Bravo Raphaël. Alors, on fait la richesse. On nous dit, Ezeu Ashir Asamear Bechelko. La richesse, c'est pas combien tu possèdes, c'est un état d'esprit. C'est comment tu utilises tes biens. Comment tu en profites. Est-ce que tu es conscient qu'à chaque instant, Akadosh Baruch Hu te donne exactement ce dont tu as besoin? Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Yaakov Avinu, on voit qu'il est retourné pour aller chercher des petites fioles, oui. Mais quand il y a eu le vicouar, la discussion avec Esav, qu'Esav voulait être enterré dans Marat Amarpela, dans la grotte, et que, dans la grotte, ça fait, là où étaient les Havot, et que Yaakov Avinu, il dit, mais non, je t'ai acheté, tu as ton droit d'aînesse, ça y est, c'est moi qui vais être là-bas. Et il lui a payé, on dit qu'il lui a donné des tas d'or et d'argent. Là, il n'a pas hésité. Et on dit qu'il n'a pas senti le manque. Il lui a dit Yesh Kol. Après ça, dans les passouk, dans les versets, c'est marqué j'ai tout. J'ai tout. Et ça, il a dit Yesh li Rav. Il a dit moi, j'ai beaucoup, mais c'est jamais assez. J'ai pas tout. Yaakov Avinu, même après avoir donné une énorme fortune à Esav, il a dit moi, j'ai tout. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, je sais qu'il n'y a pas d'erreur chez Hachem. Donc à chaque instant, quoi qu'il arrive, je sais que j'ai tout ce dont j'ai besoin au moment T. Donc, ça n'empêche pas évidemment d'évoluer dans la vie, d'avoir des projets, de monter des startups, ce que vous voulez, d'avoir des projets professionnels, financiers, etc. Ça n'empêche pas. Ça marche, c'est qu'Hachem nous donne, ça marche pas, il n'y a aucun problème. Et ça marche à un moment, c'est bien, ça marche plus à un moment, pas grave. Et ça, c'est quelqu'un qui est Achir. C'est normal, puisqu'à chaque instant, il pense avoir tout. C'est qui le riche? Le riche, c'est celui qui a aucun manque. Le riche, c'est pas combien il a de compte en banque. Il y a des gens, ils ont des fortunes, ils ont des châteaux, ils ont des trucs, mais il leur manque. D'ailleurs, ça, j'ai déjà posé cette colle que vous connaissez certainement. C'est que la Gemara a dit que quelqu'un, il a des limites dans ce qu'il veut. Ça veut dire, en fonction de ce qu'il possède, quand il a 100, il veut 200. Quand il a 200, il veut 400. On veut pas passer de 200 à 10 000, oui. Il y a des paliers. D'accord? Et donc, on voit qu'une personne, si, quand elle a 200, elle a envie d'avoir 400, il lui manque combien? 200.
quand quelqu'un a 2000 et qu'il a envie d'avoir 4000, il lui manque combien? Donc, qui c'est qui manque le plus? C'est le riche, d'accord? Il faut savoir que dans la plupart des gens, ça on l'a déjà dit, qui voyagent beaucoup, eh bien, ils ont remarqué que c'est dans les pays les plus riches que les gens sont le plus égoïstes, qu'ils ont le plus de mal à, qu'ils sont le plus pinces, qu'ils ont plus de mal à lâcher, et qu'ils sentent plus le manque. Vous avez vu ça certainement dans votre vie, vous allez le voir, qu'il y a des gens où vous vous dites, je ne comprends pas, avec combien il gagne, lui, il devrait... Et non, il est avec son truc là d'il y a 10 ans, il est là, il est radin, il est truc, on sent le manque, mais tu profites pas de ce que tu as. Pourquoi? Parce que le matériel appelle le matériel, et le problème c'est que plus on en a, plus on en veut par rapport à ce qu'on a. Et donc du coup, on veut beaucoup plus. Donc on a un manque qui est plus grand. Achir, le vrai riche, c'est celui qui à chaque instant, évidemment c'est un facteur émouna qu'on met là, de confiance en Hachem, que lui, il sent aucun manque, quelle que soit la situation. Donc il est riche, d'accord? Donc c'est un état d'esprit intrinsèque, et c'est pas éphémère. Vous voyez la différence? C'est pas éphémère, ça dure toute la vie, c'est pareil, ça change rien pour lui, ça change rien du tout. Il est toujours bien, il est toujours bien avec ce qu'il a. Faut pas dire à sa mère Bechelko, il se contente de ce qu'il a, genre skin. Non, c'est qu'il est toujours bien avec ce qu'il a. Il profite de ce qu'il a. Il dit, j'ai ce qu'Hachem devait me donner, j'ai ce dont j'ai besoin, j'ai tout. D'accord, quelle que soit la situation. Ça, c'est le Hachir. Donc, c'est pas extérieur, c'est pas des critères extérieurs, c'est pas éphémère, c'est un état d'esprit qui fait que cette personne, où qu'elle soit, elle est heureuse par rapport à ses possessions. Maintenant, pareil la Chorma. Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Ça veut dire qu'il a une teshuka, ça s'appelle, c'est pas la tchouchouka, hein. C'est-à-dire il a une soif d'apprendre. Il y a des gens, ils ont fait agrég, doctorat, machin, mais ensuite, c'est fini. Ils répètent tout le temps la même chose, ils apprennent plus rien, c'est fini. Voilà. Quand j'étais dans la recherche, à un moment, j'ai fait un peu des colloques à droite, à gauche, à l'étranger. Et j'étais avec mon chef de recherche, qui était un très haut niveau, il a travaillé avec des prix Nobel. Et on est parti en Allemagne, là-bas, Berlin. Et on a assisté, il y avait des panneaux, comme ça, des expositions, de travaux de recherche, et il y avait des conférences. Et là-bas, vous savez, ils tournent, les gens ils finissent par se connaître. Et il m'a dit, celui-là, regarde, il n'y a personne. Personne ne va à sa conférence, personne ne regarde ses panneaux. C'est les mêmes résultats depuis 10 ans. D'accord? C'est le monsieur, il a rien, il est resté bloqué, et puis on se rend compte, lui-même, il a même plus honte, il ne se rend pas compte. Il est bloqué, c'est fini, walou. D'accord? C'était quand même un certain niveau, mais il est bloqué. Donc ça, quelqu'un, il peut à un moment de sa vie faire des efforts, et après c'est terminé, c'est fini, il se repose sur ses lauriers. Vous savez pourquoi les Romains, ils disent les lauriers? Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Pourquoi ils faisaient des couronnes en laurier? Les Romains, le kavod, l'honneur, en or, pourquoi en laurier? Parce que le laurier, ça se fane très vite, et ça se fane. Et donc c'est ça, un chacham, quelqu'un d'intelligent, c'est pas un QI, ça c'est une valorisation extérieure éphémère, c'est pas des diplômes, c'est pas des postes qu'il a occupés, c'est sa soif d'apprendre. Et cette soif d'apprendre, elle est intrinsèque, et elle peut traverser toutes les situations. Où qu'il aille, où qu'il soit, il a soif d'apprendre. Il apprend de tout le monde, de toute personne. Ça, c'est le chacham. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le gibor, le fort. Ouais. Le fort, allez, 50 pompes. Qui c'est qui fait 50 pompes? Ouais. Ben, il y en a, ils ont fait 50 pompes et ils ont fait des muscles. Ah, tiens, je vais raconter ça une fois. Mais bon, moi, je m'entretiens un peu, il faut, voilà. Donc, j'ai une salle de gym, on m'a dit, la santé, faire attention. J'arrive dans la salle de gym et il y a un bonhomme, un peu bedonnant, qui, il me dit, voilà, tiens, il est coach, oui. Il me propose de me coacher, oui. Il me dit, voilà, il me sort sa carte de visite, il me dit, voilà, il me fait la déballe. Je lui dis, ok, d'accord, je regarde, voilà, le mec, il est génial. Le mec sur la carte de visite, comme ça, vous savez, en V, là, comme ça. C'est-à-dire le contraire de... Oui, en fait, il y a le V du bas et il y a le V du haut, ouais. Non, vous rigolez pas, ça va? Bon. Ok, donc le mec, il est magnifique, franchement, enfin c'est un peu trop, mais magnifique, voilà. Magnifique pour un bodybuilder. Alors je regarde comme ça, je regarde le mec, je regarde le truc, comme ça, je fais, excusez-moi, c'est vous là? Il me dit, oui, c'est moi.
Mais oui, non, bah, je veux dire, ça reste pas. Je veux dire, il faut combien de temps pour être comme ça? Si vous faites ce qu'il faut, à peu près un an, plusieurs heures. Ah ouais, mais ça dure. Et combien de temps ça reste? Bah, 2-3 mois. Ah oui, donc là, ouais, bah, vous pouvez pas. Bon, ben merci, au revoir. Ça ne reste pas. La force comme ça. Alors, ça va être quoi le critère? La Torah elle dit, Pirkei Avot, Ezeu Gibor, c'est qui le fort? Akovesh et Yitzro. Celui qui domine ses penchants, sa fainéantise, qui ne fait pas des efforts, qui se laisse aller, qui s'écoute, comme on dit. Je m'écoute. C'est-à-dire quoi je m'écoute? J'écoute la musique, mais c'est quoi je m'écoute? Je m'écoute quand tu dis demain, laisse tomber, c'est pas grave, c'est fatigant, j'ai pas les nerfs. Ça, c'est celui qui s'écoute. C'est le contraire du gibor. Le gibor, c'est celui qui s'écoute pas. On a tous une lourdeur, c'est normal, on est fait de terre, on est tous un peu lourds. Ben, Ezeu Gibor, c'est celui qui a réussi à se dépasser tout le temps faire des efforts, qui s'écoute pas. Et ça, pareil, c'est intrinsèque. C'est pas lié, je suis plus fort que ci, que soit, j'ai fait telle compétition, je suis champion de ça, de boxe, de machin, je sais pas. C'est pas lié à la taille, c'est pas lié aux muscles, c'est pas lié, non. C'est intrinsèque et c'est pas éphémère. Ça peut ne pas changer toute la vie. Ça, c'est Ezeu Gibor. Qu'est-ce qui nous manque? On n'a pas fait. On a fait la richesse, l'intelligence, la force. Ah, le meilleur pour la fin, le kavod, les honneurs. Ezeu Mechubad, à Mechabed et à Beriot. C'est qui celui qui est honoré? Celui qui honore les autres. Oh! Alors, nous on comprend toujours, et c'est Moshe, welcome. Nous on comprend toujours, bah oui, forcément, si tu honores les autres, ils vont t'honorer. D'accord, c'est comme ça. En général, on honore les gens qui nous honorent. Les gens qui nous valorisent, eh bien, on les valorise, parce qu'ils sont des gens agréables, et donc, on leur rend un petit peu, oui. Non, mais c'est pas ça c'est vrai que c'est vrai, mais c'est pas ça le but, et c'est pas ça le principe. Le principe, c'est que, encore une fois, tous les honorifications, comme on dit, les honneurs, ça n'existe pas ce mot-là. Tous les honneurs extérieurs, ça passe. À un moment, quelqu'un, on a dit, il est en tête de l'affiche, et après ça passe. Tous les grands, quel que soit le domaine, du sport, de la musique, des sciences, de je sais pas quoi, ils ont connu ça. Ils ont connu ça, les médias, ils prennent un type, ils le montent, et après, on passe à un autre. Oui. Donc tout le monde a connu ça. C'est des critères extérieurs et éphémères. Oui. Maintenant, le vrai, celui qui est digne d'honneur, c'est quelqu'un, c'est quoi un milliardaire? C'est quelqu'un qui a des milliards, oui. Et ben celui qui est digne d'honneur, c'est quelqu'un qui a de l'honneur plein les poches. Il en a plein les poches, il le donne, il distribue l'honneur. Donc c'est le maître de l'honneur, puisqu'il honore les gens. Donc c'est quelqu'un qui a la notion de l'honneur. Il sait ce que c'est le kavod. C'est que le Gaon de Vilna, il dit le kavod, c'est la benzoline d'une voiture. C'est le diesel ou c'est l'essence d'une voiture. Vous pouvez acheter la voiture au prix que vous voulez, je sais pas, la plus chère du monde, Rolls-Royce de je sais pas quoi. Si vous mettez pas d'essence dedans, 2 euros d'essence, vous mettez pas 2 euros d'essence, elle vaut, je sais pas combien, 5 millions d'euros la voiture, elle bouge pas. D'accord? Elle ne bouge pas. 2 euros, mais vous avez une voiture de 5 millions, elle bouge pas. Eh bien, c'est pareil. Le Gaon de Vilna, il dit le kavod, l'honneur, c'est le moteur d'une personne. Évidemment, on a dit, on ne doit pas le chercher nous, mais on doit le donner aux autres. Quand vous donnez du kavod aux autres, quand on dit donner du kavod, c'est pas faire des compliments, des machins et tout. Donner la place à la personne, voir ses bons côtés, la valoriser normal, sans exagérer, normal, d'accord? Au lieu de voir le petit point noir, voir tout le blanc qu'il y a autour. Au lieu de voir la petite fois où il m'a pas rendu service, la petite fois où il a été un peu comme ça, la petite fois où j'ai croisé, il m'a pas dit bonjour avec le sourire et tout, toutes les fois où il était là, où il était présent, où il était à mes côtés, où il m'a aidé, il faut regarder tout ça, il faut regarder tout le positif. Eh bien ça, quand on donne la place à quelqu'un, on lui donne de la vie, on lui met de l'essence dans le réservoir, on lui donne de l'énergie, on lui donne de la chayout. Et c'est ça, donc c'est le maître du kavod, celui qui est honorable, c'est celui qui honore les autres. Et là, on voit encore une fois que c'est un critère propre à la personne. C'est intrinsèque.
C'est pas les gens qui me donnent quelque chose, qui me donnent une valeur. C'est moi, de mon intérieur vers l'extérieur. Et non plus, c'est pas lié à la situation. Quelqu'un peut honorer toute sa vie, quel que soit son... Voilà, il y a Kevin qui est là, ça veut dire... Ok, donc j'arrête. Non, de toute façon, j'avais à peu près fini. Il y avait une troisième partie, mais il est hyper tard. Donc, voilà ce que je voulais partager sur ces deux parties avec vous. Déjà, Hachem, à nous applaudir. Et que ces choses-là nous donnent du chizouk et nous permettent comme ça de conduire notre vie dans le bonheur et le bonheur des autres. Voilà, en étant qu'il Merci beaucoup Raph pour le chiour. Alors bon, j'ai été nominé la semaine dernière pour faire le cours aujourd'hui. Comme vous savez, ce dimanche, j'organise le plus gros événement que j'ai fait de ma vie et que j'organise cette année. Du coup, j'ai pas bien pu préparer quelque chose, mais j'ai essayé d'improviser en 5 minutes un petit truc. Alors, plutôt que de faire un vrai cours de Torah, etc., pour vous endormir, je propose plutôt de faire un truc un petit peu interactif. Moi, personnellement, quand je fais des cours de Torah comme ça, souvent, des fois, j'écoute et tout, et il y a la majorité des cours de Torah que j'oublie, genre 2 semaines, 3 semaines après. Est-ce que ça vous arrive aussi? Ou est-ce que vous arrivez vraiment à retenir les cours? Oui, non? Vous arrivez à retenir, c'est un peu compliqué? Ok. Bon. Qui c'est ici, admettons, qui se rappelle du cours, admettons, qui était là, qui se rappelle du cours d'il y a 2-3 semaines? Il y a des gens qui se rappellent, pas du tout? Un petit peu, vous vous rappelez? Ok. Pas beaucoup. Okay. Ouais. On est là qui était... Il prend ses lentilles pour le... Moi je me rappelle ce qu'on a mangé il y a 2-3 semaines. Pas mal. Alors en gros, l'idée, moi personnellement, voilà, j'arrive jamais à me retenir des cours. Bon, en même temps, ici, comme je suis dans le staff, j'ai pas trop le temps de les écouter. Et même quand je suis pas dans le staff et que j'écoute des cours, souvent j'oublie au bout d'une semaine, 2 semaines. Donc on va essayer de voir un petit peu quelques petites astuces pour vraiment se souvenir des cours et vraiment aussi pour que les chiours nous servent dans notre vie, parce que c'est sympa d'écouter plein de cours de Torah, etc. Mais concrètement, comment on fait si on veut qu'un chiour nous serve un petit peu dans notre vie un petit peu plus? Donc concrètement, bon, après c'est un petit peu compliqué, mais déjà il y a plusieurs choses à faire. Déjà, première chose, bien écouter le cours et essayer vraiment de trouver une petite chose qu'on va vraiment graver dans sa tête, qu'on va un petit peu se souvenir, par exemple une petite histoire, faire un résumé du cours dans sa tête et reprendre 2-3 idées essentielles, des petites choses comme ça. Et après, comment on fait vraiment pour les intérioriser et vraiment pour les garder tout le temps? Ce qu'on veut faire, c'est on est jeudi, on est vraiment genre 2 jours avant Shabbat. L'idéal, c'est vraiment de le raconter comme Dvar Torah de Shabbat, les petites idées qu'on s'est rappelées, etc. Et en faisant ça, quand on enseigne aux autres, ça nous force un petit peu à se rappeler et à se remotiver. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu ce que je voulais vous partager. Ensuite, après, il faut savoir que ensuite pour vraiment intérioriser un petit peu plus les choses, donc on a dit première chose, essayer de bien retenir 2-3 éléments. Deuxième chose, le raconter à d'autres personnes pour le diffuser, pour que d'autres personnes le sachent et pour bien le mémoriser. Et troisième chose, c'est aussi après, ça dépend des chiours, c'est pas tout le temps faisable, mais quand c'est des chiours vraiment qu'on parle peut-être de mitzvot, de certaines choses à faire, pratiquer les choses pour pouvoir vraiment les intérioriser, les mémoriser et les faire un peu régulièrement et quotidiennement. Donc voilà, les cours de Torah, c'est très bien, voilà, c'est pour apprendre, c'est théorique, etc. Mais c'est bien également, voilà, de faire certaines petites choses en pratique. Et justement, j'en viens à la conclusion pour la pratique. J'organise un grand événement ce dimanche, donc le salon des produits juifs. Il y aura plus d'une vingtaine de stands de vendeurs qui seront présents pour vendre toutes sortes de produits, vraiment tout ce qu'un juif peut avoir besoin dans son quotidien pour pratiquer Torah et Mitzvot. Donc c'est de 10h à 18h, mais vous pouvez vraiment venir quand vous voulez, quoi. Vous passez l'heure que vous voulez pendant une petite heure, etc. Il y aura une scène, il y aura pas mal de gens qui vont prendre la parole, il y aura un micro, il y aura de la petite musique israélienne sympathique. Il y aura des sociétés d'événementiel qui seront présents, il y aura Rav Parsi aussi qui va peut-être passer dans la journée un petit peu. Il y a pas mal de personnes également dans la salle que je sais qui vont venir. Et aussi, qu'est-ce qu'il y aura en plus? Il y aura également une tombola qui est gratuite pour gagner un tableau représentant un drapeau d'Israël, donc très sympathique. Il y a également
un projet qui va révolutionner un peu les ventes juives sur Internet, qui va être lancé, qui va être annoncé un peu comme en mode keynote Apple durant l'événement. Il y aura aussi un stand de restauration à midi, Halavi, donc pour manger des crêpes, des panini toute la journée. Donc voilà un petit peu, donc 10h, 18h, Serre Bernard Lazare, 10 rue Saint-Claude, dans le 3e arrondissement, c'est métro Saint-Sébastien-Froissart. Donc voilà, n'hésitez pas à tous venir, ça va être très très sympa. Et puis voilà. On va passer dans quelques instants au repas. Ah oui, non, aussi, autre chose. Déjà, je dois nominer une personne qui fait le cours la semaine prochaine, déjà, pour commencer. Je nomme David Benichou. La semaine prochaine, une petite prise de parole. Levez la main. Non, parce que il y a encore autre chose. Je vais laisser la parole à Eve 2 minutes, qui a besoin de passer une petite annonce. Ok, alors promis, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'on fait. Vous connaissez, je ferai du humanitaire, on fait tout humanitaire, t'as compris et tout. Ok, j'ai une mission qui est très sympathique en ce moment, j'en profite parce que c'est sur Saint-Mandé, Charenton et 19e. En gros, j'explique, c'est pour l'appel national de la Tzedaka. Et donc en gros, le principe c'est, on se met devant la boucherie ou la boutique, donc il y en a une à Saint-Mandé, une à Charenton, une dans le 19e. On récolte les sous pour la Tzedaka, ça se passe le jeudi ou le vendredi matin et le dimanche matin. Donc soit le jeudi, soit le vendredi et le dimanche matin. Et vous gagnez votre place au premier rang lors de la soirée de l'appel de la Tzedaka, donc ça va être trop cool. Donc c'est une opportunité, je serai pas longtemps, donc si ça vous intéresse, venez me voir. On fait les échanges de numéros et tout, t'as compris. Et ensuite, on kiffe. Ok, allez, là, on peut aller manger. Bravo. Et je laisse la parole pour venir à Youssef Moshe. Allez, on va tous passer à la table et je vous invite tous ceux qui sont intéressés pour le programme du mardi soir, sont invités à venir me voir aussi en privé. Mesdames et messieurs, bon appétit. J'oublie quelque chose, très important, ici on a mis une petite boîte. Comme vous savez, le buffet ça coûte de l'argent, c'est une participation libre. S'il y en a qui veulent contribuer au buffet chaque semaine qu'on vous offre, on est vraiment prochaine de plus en plus nombreux. Il y a la boîte qui est juste là, n'hésitez pas à mettre Je vais revenir à ce que vous disiez en fait, on m'avait toujours dit dans la Torah, quand j'étais Morat, quand j'étais le gamin, qu'en réalité il fallait toujours même faire respecter les objets, respecter le matériel, parce que c'était une partie.